Je pense que les petits chefs d'entreprise aujourd'hui qui sont à la tête d'un petit restaurant étoilé, du petit restaurant sympa au coin qui a trouvé une niche avec une clientèle bien à lui, du petit café sympa qui fait des concerts le vendredi soir, etc. Je pense que cette évolution, elle est là. Il y a aujourd'hui des petits patrons d'entreprise qui savent se remettre en question et qui créent des nouveaux besoins et qui créent des nouveaux concepts, et c'est ça qui marche. Et on a eu un très gros chantier ici sur Jette, sur le chantier du tram neuf, notamment sur la place des Miroirs, qui est un pôle où il y a pas mal de restaurants et de bistrots. Il y a un restaurant qui a eu une étoile en plein milieu du chantier. C'est dire que quand vous offrez à la clientèle des produits de qualité, un travail gastronomique, une niche intéressante, la clientèle est là pour répondre présente. L'Horeca a un rôle à jouer et majeur pour faire de Bruxelles une ville plus attractive qu'elle l'est aujourd'hui. Assez singulièrement, une ville n'est pas attractive que par ses monuments, elle est aussi attractive par son art de vivre, elle est aussi attractive par le fait qu'elle est piétonne, qu'on puisse s'y promener, qu'on puisse faire des choses intéressantes et qu'on puisse bien y manger. Là, je crois qu'il y a un travail, que le politique a un travail à faire pour mettre un peu fin à ces pratiques du resto touriste, de la rue des Pitins, etc. Et insister sur le savoir-faire gastronomique et nocturne qu'a une ville comme une région comme Bruxelles, parce que je pense là qu'il y a un véritable atout pour attirer et faire retenir des touristes de manière plus longue qu'ils ne le font aujourd'hui. Je pense qu'Airbnb a connu une première période out of control, et ça a été un peu du grand du tout et du grand n'importe quoi. Moi-même, j'ai fait l'expérience Airbnb aux États-Unis. J'ai eu de très bonnes expériences et j'ai eu des expériences lamentables, donc vraiment lamentables. J'ai déjà moi-même, à titre personnel, fait l'expérience 2-3 fois de logements franchement inadaptés et qui n'étaient pas ceux qui étaient vendus sur la plateforme numérique digitale d'ordinateur, Internet. Voilà, donc il y a là un contrôle à reprendre. Une deuxième réflexion par rapport à Airbnb, imaginez qu'Airbnb va remplacer le secteur hôtelier et sera le secteur de demain, je n'y crois pas, parce que, ou alors Airbnb manque à sa mission. Airbnb a comme mission de ne pas être une plateforme professionnelle. Ce sont des gens, comme vous et moi, qui mettent leur chambre à disposition. Si ça devient l'hôtellerie de demain, ça devient professionnel, et là, ça devient clairement un secteur déloyal par rapport au secteur hôtelier traditionnel. Donc il faut mettre tout cela sous contrôle et je pense qu'on est dans la bonne voie et que les villes commencent à prendre un certain nombre de mesures par rapport au développement incontrôlé des Airbnb. La troisième réflexion, elle est vraiment importante. Il y a des villes comme Barcelone, comme Venise et d'autres qui se vident de leurs habitants à cause d'Airbnb. Voilà, quand un propriétaire a bien compris qu'en louant son appartement à Venise, quelques semaines par an, ça lui rapportait plus qu'en louant un Vénitien de souche. Voilà, il a très vite fait son calcul et c'est comme ça qu'on vide Barcelone et qu'on risque de vider des villes emblématiques comme Barcelone. Donc Airbnb doit être mis sous contrôle et sans être excessif, revenir à ses fondamentaux. Ça veut dire un moyen pour un propriétaire de mettre en avant, je veux dire, une partie de ses biens ou un bien ou une chambre ou un appartement quand il n'est pas là en location, mais en faire son métier à côté d'un autre métier, on rentre clairement dans une option plus immobilière et plus et bêtement lucrative. Et si ça doit remplacer le secteur hôtelier, j'ai plutôt envie de dire non. Voilà, parce que le secteur hôtelier reste un secteur professionnel, avec des travailleurs, avec des gens qui ont des salaires, avec des patrons et qui participent clairement à la vie économique. Parce que je vous avoue que par rapport à la Black Box, j'ai entendu tout et son contraire. Quand je dis tout et son contraire, j'ai entendu depuis la Black Box, c'est la fin des privilèges que l'Horeca se payait avec des garçons qui partaient avec 3 000, 4 000 euros par mois et des cuisiniers qui partaient avec 6 000 ou 7 000 euros par mois. J'ai entendu ça, et puis j'ai entendu aussi des restaurants qui, depuis la Black Box, ont dû fermer parce qu'ils n'en sortaient pas. Sur le principe, j'ai envie de dire, il n'y a aucune raison qu'un secteur, quel qu'il soit, échappe au fisc ou à l'impôt par rapport à n'importe quel autre secteur. Donc,
s'il fallait mettre de l'ordre dans le secteur, ce qui semblait quand même être le cas, s'il fallait mettre de l'ordre, il fallait mettre de l'ordre. Maintenant, la fédération Horeca a la responsabilité, c'est pour ça que vous êtes une fédération, a la responsabilité de rentrer en dialogue avec la puissance publique pour trouver, je veux dire, le juste milieu entre les entreprises, entre guillemets, citoyennes qui participent à la vie sociale, via la contribution fiscale d'une part, et la survie du secteur, parce que c'est un secteur qui doit survivre et qui est, comme vous le dites très bien, pourvoyeur d'emploi. Et donc il faut trouver ce juste espace de dialogual. On peut travailler sur la TVA, on peut travailler sur le fisc. Je pense que sous le règne du président Sarkozy, il avait quand même trouvé avec le secteur Horeca français, je veux dire, un certain nombre de pistes fiscales, je ne sais pas ce qu'elles ont donné, qui ont permis même à certains restaurateurs de baisser leurs prix dans les restaurants. Donc je crois qu'il y a là matière à réflexion, mais la manière de réfléchir, c'est de se mettre à table et de lever peut-être des représentations. Parce qu'il m'apparaît aujourd'hui qu'il y a encore énormément de représentations négatives dans le chef de la puissance publique par rapport à l'Horeca, qui souffre encore de l'image de l'Horeca, c'est un secteur où on se fait beaucoup de blagues et beaucoup d'argent. Je pense qu'on peut parfaitement traiter un secteur avec ses singularités. On l'a fait pour le milieu du spectacle. Le milieu du spectacle est un secteur particulier. Il y a les fameux débats sur les intermittents du spectacle en France, par exemple. C'est un secteur particulier où les gens ont du boulot, puis ils n'en ont plus, puis ils en ont, puis ils n'en ont plus. Et donc c'est un peu comme dans le secteur Horeca. Il y a des spécificités qui doivent être prises en compte. Et la meilleure façon, je trouve, d'arriver à une solution pérenne en la matière, ça reste probablement le dialogue. Voilà. Et donc il faut ouvrir des espaces entre le politique et le secteur, qui soient des espaces suffisamment transparents pour que tout le monde puisse y retrouver. Alors le piétonnier a fait parler beaucoup de lui et a fait couler énormément d'encre. Je pense que le piétonnier de Bruxelles a essentiellement souffert d'un problème de communication. Voilà. Alors, parler du piétonnier, on peut en parler à l'infini. Ce dont il faut parler, c'est de la ville, de la cité. De quelle ville veut-on? Je suis allé manger dans une petite ville flamande il n'y a pas longtemps, aller au centre de Gand, aller au centre d'Asselt, aller au centre d'Anvers. Toutes ces villes sont piétonnières. Voilà, on a viré la bagnole de tous ces centres-villes et c'est tout bénéfice pour l'Horeca. Il faut que l'Horeca lui-même accepte, en dialoguant avec le politique, que l'aménagement de la cité, l'aménagement de la ville est un facteur de développement et non pas un facteur de faillite. Le jour où la place Sainte-Catherine sera piétonne, rassurez, je peux vous le dire, il y aura beaucoup plus de monde qui ira au restaurant que c'est le cas aujourd'hui. Parce qu'aller manger sur une terrasse, vous avez des voitures qui passent à côté de vous, voilà, et aller manger sur une terrasse où vous êtes en sécurité, où vous avez la place pour vos jambes, où vous n'êtes pas coincé entre des poteaux, des bacs à fleurs pour ne pas se trouver sur la voie publique, il y a une marge, croyez-moi. Et donc, ce que les villes flamandes, voilà, et il ne m'apparaît pas que les villes flamandes soient spécialement des villes de gauche, je veux dire révolutionnaires. Hein. Donc, ce que les villes flamandes, ce que les grandes villes hollandaises, ce que la plupart des grands centres-villes français ont réussi, pourquoi est-ce qu'on ne le réussirait pas à Bruxelles? Vous savez, moi je suis bourgmestre depuis 20 ans et je fais de la politique depuis 30. Et la propreté reste pour moi un mystère absolu. Alors, est-ce que les politiques communales, régionales, bruxellois, est-ce que les instances mettent des moyens en matière de propreté? La réponse est clairement oui. On met des moyens considérables. Est-ce que la région bruxelloise est une région propre? La réponse est non. La région bruxelloise n'est pas une région propre. Le mystère est, je vais à Utrecht, pas plus tard qu'il y a 2 mois. Je suis à Groningen, pas plus tard qu'il y a 4 mois. Vous êtes au cœur de la ville d'Utrecht. J'ai quelque chose en main. Je cherche une poubelle, j'en trouve pas. Il n'y a pas de poubelle à Utrecht. Mais il n'y a rien par terre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les gens, quand ils ont quelque chose en main, ils ne le jettent pas par terre, point. Voilà. Et donc, il y a à la fois, je veux dire, les politiques en matière de propreté telles qu'elles sont menées, mais il y a aussi les comportements des gens individuels. Et je ne sais pas ce qui fait que le Hollandais lambda moyen dans sa ville de Utrecht, dans sa ville de Groningen, à Amsterdam, à Rotterdam ou ailleurs, ne jette pas ce qu'il a en main quand le Bruxellois moyen le jette. Et donc je pense qu'il y a des choses qui devront évoluer de ce côté-là. Un autre aspect, moi,
c'est des choses sur lesquelles on peut, à mon avis, évoluer très très fort. C'est la politique de ramassage des ordures en région bruxelloise, reste une politique de ramassage de porte à porte. Ça veut dire que le bruxellois, vous, moi, madame et tous les autres, on prend ces sacs, une fois vert, une fois bleu, une fois jaune, une fois blanc, et on les met devant sa porte. Ça veut dire qu'il y a en région bruxelloise, en permanence, parce qu'entre le moment où vous sortez votre poubelle et le moment où cette poubelle est ramassée, il se passe des heures, il se passe des nuits, il se passe parfois des journées, là, il y a en permanence cette ville des sacs poubelles qui traînent partout dans les quartiers. Et donc ça aussi, ça mérite d'être un jour repensé. Est-ce qu'on doit continuer à faire un ramassage de porte à porte, comme ça se fait de moins en moins dans les villes? Il y a de plus en plus de villes où vous avez des points de ramassage, vous avez des bulles enterrées, où vous allez déposer vos ordures à tel endroit. La région de Bruxelles est avec des années et des années de retard. On a fait des mauvais choix pendant des années. Dans les années 60, 70, on a supprimé des lignes de tram, on a supprimé des lignes de bus, on a commencé à repenser la politique de mobilité que depuis une dizaine d'années. Évidemment, ce retard, il faut le rattraper et ça prendra des années à être rattrapé. Mais je pense que les autorités bruxelloises régionales et notamment et aussi de Bruxelles-Ville commencent à repenser, commencent à obtenir des résultats en cette matière-là, mais il faudra faire preuve d'audace et parfois, je le dis, se coltiner le secteur entier, notamment le secteur de l'Horeca, qui a, je pense, c'est pas une critique, et je peux la comprendre, comme c'est un secteur fragile, tout ce qui est de matière à perturber la rentabilité immédiate de leurs affaires peut les inquiéter. Voilà. Mais j'ai envie de dire à l'Horeca, quand on passe un mauvais cap à cause des travaux, c'est le plus souvent pour se retrouver après avec un meilleur potentiel de rentabilité qu'on ne l'avait avant.